Bonjour, je suis Lynne Saint-Amour, psychologue. Alors, je vous présente la deuxième capsule d'une série de 4. Le thème que j'ai choisi pour cette présentation-là, c'est survivre à la COVID, c'est vivre autrement. Ce que ça signifie, c'est qu'on ne peut pas être toujours en état de survie. C'est important que la vie prenne place, que la vie est courte. Alors, c'est le sujet qu'on va aborder ensemble. Dans un premier temps, je vais vous parler de la notion de crise et de la notion de stress. Par la suite, on va regarder ensemble ce que ça veut dire vivre autrement. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique, entre autres, je vous le dis rapidement, un travail intérieur, un état d'esprit et une volonté de faire les choses, de les changer. Alors le principe, c'est qu'en voyant les choses autrement, on va se sentir autrement. Dans ma dernière présentation, j'ai invité les gens à m'envoyer des commentaires ou à me faire des suggestions pour des thématiques qui souhaiteraient que j'aborde. Alors, j'ai reçu un commentaire, entre autres, qui abordait la notion de découragement. Les gens se disent découragés par rapport à la pandémie, du fait que ça dure très longtemps et qu'il y a beaucoup de restrictions, de contraintes. C'est vrai que c'est extrêmement difficile, qu'il y a une souffrance dans la population face à cette réalité-là. Le découragement, ça veut dire, c'est une baisse du moral, une forme d'abattement, puis c'est un petit peu insidieux, ça peut conduire à la dépression si on n'y réagit pas. Le découragement, ça amène un peu un laisser-aller. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui vivent seuls. Je pense entre autres à certaines personnes âgées qui disent, ben là, moi, je m'habille plus le matin. Tu sais, je reste en pyjama toute la journée. Je vois plus l'utilité de m'habiller, de me faire belle ou de me faire beau pour être en relation avec les autres. Fait que quand on adopte une attitude comme celle-là, ben, tranquillement, on se démoralise. Puis aussi, le découragement, ça parle aussi d'un épuisement émotionnel. Hein? C'est principalement ça qui crée la difficulté, comme un sentiment d'usure. Alors, on va regarder comment on peut, un peu plus loin, comment on peut contrer ce découragement-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier ses effets? Là, j'aimerais aborder avec vous la notion de crise. Je pense que c'est important de comprendre ce qu'il y en est. La crise, c'est parce qu'on vit une crise actuellement, c'est un moment de déséquilibre. C'est intense, ça se caractérise par un sentiment de vulnérabilité. On prend conscience qu'on n'est pas invulnérable. Et ça peut créer beaucoup d'anxiété. La crise, l'état de crise, l'état de tension, en soi, c'est pas négatif. La crise appelle un changement parce qu'on éprouve un mal-être, tout ça, ça nous indique qu'on est mal ajusté, puis qu'on doit changer quelque chose dans notre vie pour se sentir mieux. La crise en soi, c'est pas quelque chose de négatif, mais si ça dure dans le temps, on ne peut pas être toujours en état de crise. Parce que c'est sûr qu'on va s'épuiser. Notre organisme n'est pas capable de tolérer un état de tension prolongé. Alors c'est pour ça qu'il faut faire des changements, vivre autrement, penser autrement pour pouvoir s'apaiser puis pouvoir apprécier les autres aspects de la vie qui sont encore bien présents.
On pourrait aussi parler de ça en termes de stress, de cette réalité-là en termes de stress. Dans le stress, on identifie principalement 3 phases. La première phase, c'est la phase d'alerte. L'alerte, c'est le signal de danger. Je vous donne un exemple. Si on va se promener dans le bois et qu'on rencontre un ours, il y a un système d'alarme qui va se déclencher, qui va dire à notre cerveau, oh, danger, danger. Et là, notre corps va se mobiliser. Là, le cœur va se mettre à battre rapidement, on va avoir de l'adrénaline, de la cortisol, et là, on va avoir la capacité soit de fuir ou de se battre. Puis quand on est dans cet état-là, que notre organisme est interpellé en situation d'alerte, ben on est capable de faire des choses assez impressionnantes pour pouvoir survivre. Maintenant, on ne peut pas toujours rester en état d'alerte. Une fois l'état d'alerte signalé, mais là, il y a un état de tension, ce qu'on appelle la deuxième phase, la phase de résistance ou d'habituation. Là, il y a une tension qui persiste, on est encore capable de réagir à haut niveau, mais si ça dure dans le temps, à un moment donné, il y aura épuisement, parce qu'on n'a pas des ressources inépuisables. Hein? Nos ressources ont des limites. Et si on perdure dans cet état-là de grande intensité, ben, inévitablement, à un moment donné, notre organisme ne sera plus capable de fournir. La pandémie a provoqué tout un changement de vision sur notre vie. Un changement de cadre aussi. Maintenant, on dirait que la priorité qui est au cœur de nos vies, c'est vraiment de protéger cette vie, de protéger notre santé. Dans tout ce qui survient, notre vie n'est plus tout à fait la même. Il y a des gens qui vivent de l'isolement. Il y a plein de contraintes sociales, relationnelles. Il y a des contraintes économiques. Il y a des gens qui doivent assumer beaucoup de pertes. Il y a une peur qui est instaurée dans la population. Puis tout ça fait que pour essayer d'y faire face, on essaie de mobiliser des ressources. Mais parfois, ce n'est pas les bonnes solutions qu'on trouve. Parfois, on essaie de compenser. Et on ne compense pas de la bonne façon. Alors, la détresse qu'on vit nous amène à vouloir à compenser en ayant certains plaisirs. Ces plaisirs-là, des fois, ils peuvent nous être nuisibles. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui se mettent à développer une boulimie. C'est-à-dire qu'à manger durant toute la journée, ils mangent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une façon de compenser. Dire, ben, j'ai rien d'autre à faire, j'ai pas de plaisir, je suis restreinte, ben, je me prive plus au niveau de la nourriture. Qu'on fasse ça une journée, c'est pas un problème. Mais si ça dure, on va développer d'autres problèmes de santé. En psychologie, on dit qu'on développe un comportement morbide. Ça veut dire qu'il risque de nous nuire. Certains vont compenser, par exemple, en disant, ben, moi, je vais prendre un petit verre de vin. C'est parfait. Mais si le petit verre de vin se transforme en 2 verres de vin chaque soir, avec l'incapacité de pouvoir s'arrêter, on a un problème. Il y a des gens qui vont développer des problèmes au niveau du sommeil, c'est-à-dire qu'ils vont inverser le jour et la nuit, de sorte que ça va les placer dans une situation où c'est plus très très favorable pour développer des liens avec d'autres, pour être en relation avec le monde. Il y en a que ça va être au niveau de l'humeur, que là, ils deviendront plus tolérants à rien, t'sais.
toujours en train de chicaner les enfants, en train de se chicaner avec le conjoint, parce que là, on n'est plus capable de tolérer la situation. Fait qu'on projette ça sur nos proches. Tout ça, ce sont des comportements inappropriés, inadaptés à la situation qui nous nuisent. Et c'est important qu'on arrive à faire les choses autrement. De ne pas mettre le focus sur la dimension toujours négative et sur le côté, et toujours lié à la pandémie. Il faut essayer de tourner notre regard ailleurs. Après 8 mois de pandémie, je pense qu'il est temps de faire le bilan. D'évaluer qu'est-ce qui a changé dans notre vie, dans chacune de nos vies. Est-ce que ça a changé pour le mieux? Et qu'est-ce qui a changé de façon plus défavorable pour qu'on puisse procéder à des changements, pour qu'on réajuste nos habitudes, nos façons de faire, nos façons de penser pour se sentir mieux. Puis pas se sentir toujours en état de survie. Alors, comment on fait ces changements-là? Je dirais d'abord qu'il y a 2 niveaux de changement. Il y a le changement qu'on peut faire au niveau du comportement. Puis ça demande un peu de discipline. Hein? On identifie, c'est un comportement, c'est au niveau de l'observation, on identifie nos comportements inadéquats. Puis, avec la discipline, on prend la décision de changer. On prend la décision que, je vais me restreindre à 1 verre de vin un soir sur 2, par exemple. Alors, c'est une façon de changer un comportement. Il y a aussi, le 2e niveau, c'est un changement plus intérieur. Puis ça, c'est relié plus à la quête de sens, à quelque chose d'un petit peu, ça peut avoir une connotation spirituelle parfois. Alors ça, c'est changer notre vision de la vie et de l'avenir. Bien sûr que tous les changements dont je vous fais part, ça nécessite une volonté. On a le pouvoir de choisir, mais il faut vouloir. Pour changer, entre autres, les comportements inadéquats qu'on a développés. Ça demande un travail intérieur, qu'on prenne le temps de se regarder, de s'arrêter, de saisir ce qu'on ressent, d'identifier les pensées négatives. Par exemple, si je suis tellement lassée que je ne veux plus rien savoir des autres, bien là, si je suis rendue que je veux rester toute seule, que je m'isole, puis qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose que je dois reconsidérer là. En somme, il faut développer un état d'esprit plus sain, plus serein. Maintenant, je vais vous proposer des pistes pour amorcer ce changement, le changement intérieur, qui va vous amener à changer votre façon de penser, puis possiblement votre façon de faire aussi. Alors, un des moyens, c'est de s'attarder à trouver un sens à sa vie. Trouver une motivation à vivre. C'est quoi ma motivation à vivre? Certains vont l'exprimer en termes de mission. Certains vont trouver le sens de leur vie plus dans des petits accomplissements, des objectifs, des petits objectifs à rencontrer régulièrement, qui vont se modifier au fil du temps, parce que la vie, c'est du mouvement, fait qu'ils vont se redéfinir de nouveaux objectifs, de nouveaux projets. C'est une façon de donner un sens à notre vie. Par le biais aussi, certains par le biais de la foi, de la spiritualité,
Certains verront ça en termes de dépassement de soi. C'est une façon de donner un sens à sa vie aussi. Je pense aux athlètes, hein, ou à des gens qui essaient vraiment de se dépasser dans ce qu'ils réalisent. Alors, c'est une façon de donner un sens à sa vie aussi. Une autre piste, c'est d'accepter ce qu'on peut changer, puis de changer ce qu'on peut changer. Reconnaître qu'on n'a pas le contrôle sur tout, mais qu'il y a des lieux où on a du pouvoir, puis qu'on peut changer les choses. Une autre façon, c'est de voir les choses, de voir la situation, de chercher l'opportunité dans la situation qu'on vit. Dans toute situation qu'on vit, on peut le tourner à notre avantage. Trouver quelque chose qui va nous faire grandir dans cette réalité-là. Une autre piste, c'est de ne pas faire les choses seulement pour soi. On est des êtres sociaux, on est interconnectés. C'est important de continuer d'entretenir l'amour, l'amitié, et ça malgré les distances. De développer le sentiment d'être proche des autres. Je vous donne un exemple. Si j'ai un enfant ou un proche qui vit en Europe, il est possible qu'à cause du lien affectif que j'ai avec cette personne-là, puis de l'entretien du lien par le biais des réseaux sociaux, ça pourrait même être par lettre, hein, d'autres dans le passé l'ont fait comme ça, mais il est très possible que je me sente plus proche de cette personne-là, que je me sente davantage, que je sente davantage sa présence, que des gens de mon voisinage que je rencontre, avec qui j'ai une autre nature de relation. C'est pas parce que la personne que j'aime est loin que je ne peux pas avoir le sentiment de la sentir proche, de me sentir aimée et de sentir que je l'aime. Et ça comble un sentiment de solitude. Faire preuve de compassion est aussi une autre façon de faire. L'empathie est essentielle. Essayer de se mettre à la place des autres, essayer de comprendre les autres, ça peut nous amener un regard différent sur ce qu'on vit. Une autre façon, c'est aussi de relativiser les choses, de ne pas voir les choses comme toutes noires, tout noir ou tout blanc. D'essayer de nuancer. Ça aide aussi à porter moins de jugement, puis à trouver une voie d'apaisement. Entretenir l'espoir, c'est une autre piste. Entretenir l'espoir, c'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire entretenir l'espoir que le vaccin va arriver dans un mois. Ça, c'est réaliste. Mais entretenir l'espoir, c'est l'espoir à l'égard de la vie. D'avoir une confiance dans la vie, une confiance que ça va bien aller. L'espoir, j'aime bien l'image du brin d'herbe qui pousse à travers l'asphalte. L'espoir, c'est cette force de vie-là qui émerge constamment. D'avoir l'assurance que la vie va avoir gain sur toute chose. Être capable de gratitude, c'est aussi une autre façon de changer notre regard sur les choses. De se placer dans un état d'esprit où on est réceptif à ce que la vie nous apporte. Apprécier les gens qui sont autour de nous. Apprécier ce qu'on a plutôt que mettre l'accent sur ce qu'on n'a pas.
puis d'être capable d'avoir une reconnaissance. Les gens qui sont capables de gratitude sont beaucoup plus heureux. Je dirais aussi, un autre élément, c'est la capacité d'être créatif, faire appel à notre imagination. L'imagination, c'est un outil extraordinaire. C'est la capacité de se représenter les choses, de jouer avec les éléments dans notre tête, de pouvoir inventer des choses, de pouvoir se raconter de belles histoires, de pouvoir faire émerger des images, de belles images. Hein. L'imagination, ça permet la visualisation, ça permet de créer des œuvres. Ça, c'est très, très favorable. Ça permet de pouvoir voir les choses autrement. Une autre façon, c'est aussi de se connecter à l'énergie de la nature. Quand on va prendre une marche, puis nous, on a la chance d'être dans un environnement exceptionnel, ben, on peut s'émerveiller de ce qui est autour de nous. La vie est extraordinaire. De se placer en observateur, puis de saisir toute cette énergie de vie-là. C'est communicatif. Je rajouterais rire, faire de l'humour, c'est aussi de bons moyens. Prier, contempler, méditer, c'est d'autant de moyens qui nous aident à être mieux. Tout ça nous donne une force, non seulement de survie, mais de vie. Ça nous permet de se connecter à la vie et de continuer à vivre notre vie. Puis quand on est dans cet état-là de bien-être, ben, notre système immunitaire il travaille mieux. Notre corps travaille mieux aussi, se sent mieux. Puis ça nous donne une force. Alors je dirais, essayons de voir les choses autrement et de faire autrement. Puis peut-être qu'en faisant ça, on découvrira quelque chose comme un cadeau. Un cadeau qui nous accompagnera toute notre vie. Au revoir. Et je réitère, si vous souhaitez me faire part de votre expérience, vous avez des commentaires, vous souhaitez aborder certains sujets, ben, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon courriel. Merci.